Mesdames et messieurs, bienvenue au CUM. Merci d'être si nombreux aujourd'hui puisque le CUM est complet pour accueillir nos deux invités qui sont maintenant des habitués du CUM. Nous avons toujours énormément de plaisir à les recevoir. Donc il s'agit évidemment, vous les avez reconnus, de Franck Ferrand et de Pierre-Louis Lancel, qui sont déjà venus ensemble, qui sont déjà venus séparément. Et c'est toujours une grande joie de les recevoir parce que c'est toujours un moment d'érudition, de transmission de la pensée, d'éclairage sur l'histoire, avec le brio qui est le leur pour raconter les grandes heures de l'histoire et les grands personnages de l'histoire. Alors en plus, nous avons en même temps ici évidemment deux auteurs éminents et aussi l'équipe d'Historia, le magazine Historia, vous savez, ce magazine légendaire, puisque Franck Ferrand est le directeur éditorial d'Historia et Pierre-Louis Lancel est lui en charge du web de historia.fr. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site puisqu'il est rédacteur en chef donc, du site et évidemment aussi à découvrir la revue dans sa version papier. Donc aujourd'hui, il va être question de nos reines de France, donc ce livre absolument magnifique. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, vous allez voir à quel point il est très beau, aussi bien évidemment de par les textes qui sont toujours un enchantement de savoir, de connaissances, et par l'iconographie qui est absolument magnifique et que vous pourrez bien sûr vous procurer à la fin de cette séance. Et Franck Ferrand et Pierre-Louis Lancel se feront un plaisir de vous le dédicacer en souvenir de cette rencontre aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Franck Ferrand et Pierre-Louis Lancel, et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci d'être venus si nombreux, c'est magnifique. Je n'avais encore jamais vu l'amphithéâtre plein comme cela. Vous savez que vous faites des jaloux parce qu'il y a sur les marches même du centre universitaire méditerranéen des personnes qui sont arrivées un tout petit peu tard et qui n'ont donc pas pu entrer. Et nous venons d'aller les voir avec Pierre-Louis. On a essayé de les réconforter. Ils ont dit mais on pourrait peut-être installer un système tournant, vous voyez, c'est-à-dire que... Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci infiniment, chère Karine, de cet accueil. Karine est un auteur, un véritable auteur, une véritable historienne, polygraphe au demeurant. Vous connaissez ses ouvrages, notamment policiers. Et il y a quelques semaines, Karine Marais a fait paraître un ouvrage absolument remarquable sur les chrétiens d'Orient. J'imagine qu'elle est venue vous en parler ici même, non ? Même pas, incroyable. Alors, c'est ce qu'on appelle un maître-livre, c'est incontournable. Et cet ouvrage, qui est largement historique, mais pas uniquement, loin de là, met l'accent sur un certain nombre de ces communautés aujourd'hui très méconnues et qui, vous le savez, souffrent considérablement à travers le monde entier. Et donc, je pense que c'est très intéressant de se plonger dans son dernier livre. Et alors, en plus, c'est une somme, hein, c'est le fruit de très longues et très complètes recherches. Il faut que tu te trouves une place, mon cher Pierre-Louis. Parce que... Je suis bien, très bien, parfait. Bon. Pierre-Louis est effectivement le rédac-chef du web d'Historia. Et il m'annonçait tout à l'heure en venant, à pied, nous ne sommes pas loin, hein, nous sommes sur la promenade. Il m'annonçait que nous avions ce mois-ci dépassé les 300 000 fréquentations sur le site internet d'Historia. Donc, puisque l'occasion m'est offerte, c'est trop beau et c'est trop facile, je vais vous demander de l'applaudir parce que c'est un beau travail. Merci beaucoup. Nous étions venus vous parler des rois de France, de nos rois de France. Et rappelez-vous ce possessif qui avait interrogé plus d'un d'entre vous la fois dernière. Nous étions venus vous parler de cette quinzaine de rois extraordinaires que la Maison Perrin nous avait demandé de mettre en avant à partir d'émissions de radio. Car ces deux livres, Nos rois de France et Nos reines de France, sont tirés du rendez-vous que certains et certaines d'entre vous sont habitués à retrouver tous les matins ou tous les après-midi, ça dépend si vous êtes ou non matinaux, sur les ondes de radio classique. Et ce sont des émissions de radio classique que nous avons reprises, que nous avons retravaillées, que nous avons remises en forme de la
la manière la plus personnelle qui puisse être avec Pierre-Louis et avec Anne-Louise Sautreuil. Pierre-Louis et Anne-Louise sont 2 des auteurs de l'émission. En tout, ils sont 8 à préparer ces émissions, vous savez. Et eux, ce sont les Rolls absolus. Et ce sont vraiment les grands auteurs de l'émission. Et je suis heureux d'avoir pu partager avec eux ces 15 chapitres. Donc nous avons chacun traité du cas de 5 reines de France. Cas très particulier, les reines de France, puisque vous savez qu'en France, les reines ne règnent pas. C'est quand même un énorme paradoxe. Elles ont un rôle, et nous allons voir quels sont leurs rôles au pluriel, mais contrairement à ce qui peut se passer en Angleterre, ne parlons même pas de la Russie, en Russie, les très grands noms de l'Empire russe sont des tsarines, la tsarine Élisabeth, la tsarine Catherine, par exemple, entre autres d'ailleurs. Ce n'est pas le cas en France. Les reines de France ne règnent pas, elles ne sont que l'épouse du roi de France. La loi de primogéniture étendue à ce qu'on appelle la loi salique, sur laquelle on pourra revenir si ça vous amuse, est extrêmement rigoureuse en France. Et donc, une reine de France, enfin, une princesse épouse un roi, elle devient reine de France. Dans quelques cas relativement rares, elle est même sacrée. Le cas le plus célèbre étant celui, bien sûr, de Marie de Médicis, sacrée à la basilique de Saint-Denis, la veille de l'assassinat de son mari en mai 1610, son mari le roi Henri IV. Mais les reines ont beau être sacrées, elles ne règnent pas, elles n'ont pas de pouvoir personnel, elles n'ont de pouvoir que par délégation. Alors, je vais dans un instant vous parler de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, parce que nous sommes dit il faudrait peut-être prendre quelques exemples. Et donc, avec Pierre-Louis, on s'est dit qu'on allait commencer, on allait parler de deux reines. Je lui laisse le privilège de vous annoncer celle dont il va vous parler. Et moi, je vous parlerai de l'épouse de Louis XIV, de Marie-Thérèse, personnage relativement effacé et dont l'histoire a conservé une trace trop parcellaire pour être honnête. Vous connaissez la phrase d'Alphonse Allais, il disait « trop au lit pour être honnête, au lit a eu plus loin élité ». C'est un peu ça, en l'occurrence, avec Marie-Thérèse. Donc, vous verrez que la reine peut, par délégation, recevoir les ambassadeurs, présider le conseil. Elle peut même organiser des visites, comme si elle était le chef de l'État, mais elle ne le fait toujours que par délégation express. C'est-à-dire qu'avant, en conseil, le roi va signer un acte qui lui donne spécifiquement le droit d'effectuer cette mission pour un jour donné. Vous voyez, bon. Le seul moment où les reines vont exercer un vrai pouvoir, c'est quand leur mari vient à mourir alors que leur fils aîné n'est pas encore en âge de régner. Et dans ce cas, elles peuvent devenir, ce n'est pas tout à fait automatique d'ailleurs, mais il est très fréquent qu'elles deviennent régentes. Il y a un conseil de régence qui gouverne en vérité. Mais la régente n'en a pas moins officiellement le pouvoir. Et alors là, oui, nous avons eu en France des régentes célèbres. Alors évidemment, Blanche de Castille, qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de ça, mais Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, par exemple, et il y en a eu bien d'autres. Il y a un cas un peu particulier sur lequel nous aurons peut-être tout à l'heure le temps et l'occasion de nous appesantir, c'est celui de cette reine veuve, reine mère, en partie régente et ensuite mère du roi, qui a donc à exercer les 4 fonctions, qui était Catherine de Médicis. C'est un cas unique, bien sûr, et ça on en reparlera. Alors, ces reines, vous avez bien compris qu'elles ont d'autant plus d'importance, de pouvoir, d'ascendant, qu'elles ont accompli le rôle que leur confie la dimension dynastique de leur magistère, c'est-à-dire qu'elles donnent des fils au roi, qu'elles assurent la continuité dynastique. L'obsession d'une jeune reine quand elle se marie, c'est vite, il faut donner des petits princes, il faut qu'il y ait un dauphin et ensuite, si possible, des frères au dauphin. C'est ça l'obsession des reines. Alors, on connaît bien sûr le cas célèbre de la reine Marie Legzinska, l'épouse du roi Louis XV, qui, elle, ne donnait que des filles, vous imaginez. Alors, elle a donné 9 enfants à Louis XV, dont 8 ont vécu, et sur les 8 en question, il y a 6 filles. Il n'y avait des filles charmantes. Et elle était charmante, Marie, mais moi, c'est ma préférée. Mais elle n'arrêtait pas de donner des filles, au point qu'à la cour, on avait appelé les filles Madame Première, Madame Deuxième, Madame Troisième, parce qu'on ne savait même plus. Donc, ça, c'était un peu une malédiction. Il fallait donner des fils. Mais il y en a
qui ont été encore plus mal lotis et qui n'ont pas donné d'héritier du tout. Et ça, c'est le cas de Louise de Lorraine-Vaudémont, dont parlera peut-être Pierre-Louis tout à l'heure, l'épouse du roi Henri III, mais c'est le cas d'un certain nombre d'autres. Regardez la tragédie incroyable que je me suis, si j'ose dire, sadiquement amusé à écrire, la tragédie de Anne de Bretagne, qui essaie de donner un héritier à Charles VIII, et une fois Charles VIII mort, va épouser son successeur, le roi Louis XII, et va s'acharner à lui donner un héritier. Et elle n'arrivera ni avec l'un ni avec l'autre. Ni Charles VIII, ni Louis XII n'auront d'héritier, ce qui veut dire que les Valois directs, puis les Valois-Orléans, vont devoir céder la place à mon préféré, aux Valois-Angoulême, à François Ier, bien sûr. Donc, donner des enfants, c'est essentiellement ce qu'on attend d'une reine. N'oubliez pas que ce sont presque toujours, pas toujours, mais presque toujours des princesses étrangères qui sont arrachées à leur famille. Je vous raconterai ça tout à l'heure à propos de Marie-Thérèse, parce que c'est quand même extraordinaire d'imaginer ça. Elles sont élevées avec, évidemment, des parents, des frères, des sœurs, elles ont une maison, elles ont tout un personnel, elles ont une langue, une culture, et d'un seul coup, on leur dit « Ma petite, tu vas passer dans ce cabinet, tu vas te dépouiller intégralement de tous tes vêtements anciens, tu vas mettre maintenant des vêtements français, et tu n'auras plus que autour de toi des gens français. » Et elles épousent un pays, une nation, une culture en même temps qu'elles épousent un prince ou un roi. C'est extraordinaire ça. Ce déracinement est essentiel. Il explique la mélancolie d'un certain nombre de ces grandes dames. Je dis grandes dames parce qu'elles nous ont néanmoins laissé une belle trace, une belle image. Elles organisaient les charités, vous savez, toutes les largesses royales, pas toutes d'ailleurs, mais une grande partie de la charité. N'oubliez pas qu'on est à la cour du roi très chrétien, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelait le roi de France. Son cousin, le roi d'Espagne, était le roi très catholique, mais nous étions le roi très chrétien. Bref, le roi de France est censé être le fils aîné de l'Église. Et l'épouse du roi se doit d'assurer des charités chrétiennes qui occupent une grande partie des journées de nos reines. Organiser les charités, ça ne se fait pas comme ça. Il faut aller voir les hôpitaux, il faut aller voir les dames patronesses, il faut susciter la générosité, il faut organiser les pensions, il faut, etc., etc. Et puis, l'autre rôle, alors là, c'est pour quelques reines un peu extraordinaires. Beaucoup d'entre elles n'ont pas eu ce prestige, ce rayonnement, n'ont pas eu cette brillance-là, mais pour certaines d'entre elles, elles sont aussi des dispensatrices d'un certain nombre de privilèges au sens ancien du mot, et notamment elles organisent les arts et les lettres. Alors, soyons très honnêtes, à partir de la maîtresse du roi Charles VII, à partir d'Agnès Sorel, ce sont les favorites qui vont surtout avoir ce ministère-là. Mais quand même, les reines jouent un rôle. Anne d'Autriche, bien entendu. Avant elle, Marie de Médicis. Après elle, bien sûr, Marie-Antoinette, sur laquelle j'imagine que nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir plus en détail. Ces reines-là ont eu de véritables cours d'artistes. Elles ont influé sur leur temps, sur le goût, sur l'esprit de l'époque. Il y a objectivement un style Marie-Antoinette qu'elle a su imposer, peut-être aussi d'autant plus facilement que son mari n'avait pas de maîtresse, lui. Donc évidemment, il n'avait pas de favorite. Donc elle exerçait ce rôle pour le meilleur et pour le pire, parce que ça veut dire qu'elle servait aussi de paratonnerre vis-à-vis de l'opinion publique. Car depuis le début du XVIIIe siècle, c'est développer ce qu'on appelle l'opinion publique, et cette opinion publique, évidemment, elle a tendance à se retourner contre celle qu'elle considère comme trop dépensière. En temps normal, la favorite, mais quand il n'y a pas de favorite, la reine elle-même, et ça pourrait être une des nombreuses causes de la Révolution française. Pour finir, je voudrais mettre en avant un petit point de désaccord entre Pierre-Louis et moi. Parce un gros point de désaccord. Un gros point de désaccord. Parce qu'en fait, Pierre-Louis est beaucoup plus... comment dirais-je je suis inquiet. Oui, je le laisserai se définir lui-même. Non, ce n'est pas une question d'inquiétude, c'est une question de précision et de rigueur intellectuelle. Et Pierre-Louis dit que c'est vrai que ces 15 femmes que nous avons mises en avant dans ce livre, qui, vous allez voir, en plus est incroyablement illustré, parce que nous avons la chance d'avoir la meilleure maquettiste de France, Marguerite de Marcillac. C'est elle qui a fait le livre. Elle nous a trouvé des photos incroyables, elle a fait une maquette magnifique. Bon.
Et c'est vrai que toutes ces femmes, ces 15 femmes, même si elles étaient reines de France, n'en sont pas moins des femmes. Et vous savez que dans l'historiographie, les femmes sont relativement moins nombreuses que les hommes. Je dis relativement parce que si vous regardez l'historiographie récente, et notamment l'apparition des récentes biographies, là, il y a beaucoup de biographies de femmes depuis une dizaine d'années. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et il y a un long rattrapage, hein, ça j'en suis conscient. Jusqu'à une période récente, jusqu'à ces 30 dernières années, 95% des livres qui étaient publiés en histoire étaient sur des hommes. Et là, nous avons des femmes, et nous avons 15 femmes. Et Pierre-Louis dit oui, mais ce sont des reines, donc on ne peut pas du tout comparer leur situation à celle de leurs contemporaines. Elles sont ultra privilégiées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient ultra heureuses, vous l'aurez compris, ce sont deux choses différentes. Ça, je vais vous le raconter assez vite. Mais en tout cas, elles sont très privilégiées. Oui, d'accord, elles sont privilégiées. Il n'en reste pas moins que nous avons là des documents très nombreux sur des parcours individuels féminins, dont certains nous plongent au cœur du XVIIe, du XIVe ou même du XIe siècle. Tu as vu la beauté de cette transition. Superbe. Vous pouvez l'applaudir. Alors, en effet, je vais vous emmener en 1193. Alors, pour ceux qui étaient là, en juin dernier, je suis venu présenter un livre qui s'appelle Éloge des moches, et je vous ai parlé de 2 princesses moches. Et ces 2 princesses moches avaient une vie très très compliquée. Il leur arrivait que des horreurs. Et ben, je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut être très belle et vivre une vie affreuse avec Ingeburg de Danemark. Alors déjà, le prénom Ingeburg, on peut penser que c'est un départ moyen. Ça peut donner des idées à certains quand même. Voilà, certains ont francisé en Isambourg. Bon, aujourd'hui on dit plutôt Ingeburg. Et donc Ingeburg, elle arrive en France en 1193 pour épouser le roi Philippe Auguste. Et donc il faut l'imaginer en train d'arriver à Amiens. Amiens est en fête, la ville est décorée, tout le monde est heureux de ce mariage royal. Et le mariage a lieu dans la cathédrale d'Amiens, qui à l'époque est une cathédrale romane, donc il faut imaginer un décor un petit peu sombre, mais du coup très recueilli, très beau. Et il y a ce mariage avec tous ces rites sacrés, merveilleux, cette liturgie magnifique du Moyen-Âge. Et le mariage a lieu. Juste après le mariage, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la nuit de noces. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Les époux sont placés dans leur lit, on les laisse tranquilles. A priori, tout doit bien se passer. On les laisse tranquilles, mais tout ça était en partie public. Tout ça est en partie public, mais il y a un moment où on ferme les rideaux. Et notamment, les 2 époux, les jeunes époux, doivent avoir les jambes nues. Et il faut que les 2 jambes se touchent. C'est quand même, tout ça est d'une impudeur incroyable. Mais bon. Oui, je suis un peu choqué rien qu'à avoir entendu ça. Donc, la nuit de noces a lieu. On les laisse quand même, à un moment, on les laisse tranquilles. Et le lendemain matin, tout le monde est un petit peu étonné autour d'eux parce que le roi n'a pas l'air tout à fait dans son état normal. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ? On ne sait pas. Mais pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop. Ça peut arriver qu'une première nuit soit compliquée, on ne se connaît pas, il faut apprendre tout un tas de choses, etc. Sauf que derrière, il y a le couronnement. Et pendant la cérémonie du couronnement, là, vraiment, le roi paraît très, très, très étrange. Philippe Auguste a l'air d'avoir peur de sa femme. Ou en tout cas, il exprime une forme de répugnance. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. On peut imaginer, alors, évidemment les chroniqueurs sont pudiques, ils ne nous donnent pas tous les détails, mais on peut imaginer que déjà une certaine inquiétude est en train d'envahir l'air et de le saturer. Eh bien, ils n'ont pas tort, parce que juste après la cérémonie du couronnement, Philippe Auguste décrète auprès de ses conseillers qu'il faut immédiatement renvoyer Ingeburg au Danemark. Alors là, évidemment, énorme problème. Pour des raisons diplomatiques, c'est extrêmement compliqué. Pour des raisons religieuses, c'est tout simplement impossible. Le sacrement du mariage est sacré, par définition, puisque c'est un sacrement. Et à l'époque, on rigole absolument pas là-dessus. Non seulement ce serait un problème avec l'Église, mais ce serait aussi un problème pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aurait une déconsidération assez générale vis-à-vis du roi si jamais il entreprenait de faire ça. C'est quand même compliqué, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, on envoie la petite Ingeburg, on ne connaît pas exactement son âge, elle doit avoir autour de 20 ans, peut-être 18. Et on l'envoie quand même dans un couvent
en se disant, bon, pour l'instant, il vaut mieux qu'ils ne soient pas ensemble, ces deux-là. Donc, très très compliqué. Et surtout, se pose la question de qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant la nuit de noces, puisqu'il semble bien que ce soit pendant la nuit de noces qu'il y a eu un problème. Or là-dessus, ça fait depuis le XIIe siècle que les historiens, que les chroniqueurs, que toutes les personnes qui ont écrit sur le règne de Philippe Auguste en débattent. Et il en ressort 4 hypothèses. Je vais les synthétiser. La première, c'est de dire, ça c'est Rigord, qui est un chroniqueur de l'époque qui en parle. Rigord, pour lui, c'est très clair, c'est l'instigation du diable. Ou alors il y a eu des maléfices de quelques sorcières. C'est possible. Bon, c'est son point de vue. Bon, aujourd'hui, on peut sans doute un petit peu écarter cette thèse. Deuxième thèse, celle d'une panne sexuelle vexante. Philippe Auguste est un personnage assez compliqué, qui a un caractère difficile, qui change tout le temps d'avis, qui a un passé psychologique très lourd. Très très souvent, il change d'avis de manière très rude, très brusque. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très compliqué psychologiquement. Et on peut penser qu'en cas de panne sexuelle, ce ne soit pas le genre à en rigoler 5 minutes et à se dire « bon, j'essaierai demain ». A priori, non. Il avait 27 ans, pardon. Vous avez raison, je ne l'ai pas précisé. Il avait déjà été marié, donc on sait que ça marche, il a déjà eu des enfants. On sait qu'a priori, il en était capable. Troisième possibilité, est-ce qu'il a découvert quelque chose sur le corps de la si jolie Ingeburg qui lui a déplu ? Une malformation sexuelle, peut-être, ou alors, peut-être qu'il a cru comprendre qu'elle n'était pas aussi inexpérimentée qu'elle le prétendait. Possible, mais là aussi on peut douter parce que dans ce cas-là, il était assez facile de faire intervenir quelqu'un pour vérifier, il y avait des procédures qui existaient, il n'a pas demandé. Donc c'est qu'a priori, Ingeburg avait un appareil génital normal. Quatrième hypothèse, et là c'est Régine Pernoud, je cite mes sources, la grande médiéviste Régine Pernoud qui propose cette hypothèse, mais elle la présente vraiment comme une hypothèse, elle n'a aucune certitude. Peut-être que Ingeburg, allongée dans son lit, ressemblait un petit peu trop à la précédente épouse de Philippe Auguste, Isabelle de Hainaut, que je ne me trompe pas de prénom, Isabelle de Hainaut, qui est morte très jeune, après avoir accouché de jumeaux, ça a sans doute traumatisé le roi. Et il est possible qu'il y ait eu un problème de ressemblance, une difficulté à passer à l'acte lié à ça. Bon, je vous laisse avec ces hypothèses. Ceux qui préfèrent les sorcières, ceux qui préfèrent la panne, préfèrent la panne. Ça n'est pas arrêté, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura jamais. Mais il y a toujours ce problème de renvoyer Ingeburg, et ça n'est pas possible. On décide donc, je l'ai dit, de l'envoyer dans un couvent, et là, l'entourage du roi lui dit, écoutez, il faut réessayer. Donc, on l'envoie au couvent, on essaye de nouveau qu'ils passent un petit peu de temps ensemble, et de nouveau, le roi n'en sort pas très content, on peut penser que de nouveau, ça n'a pas fonctionné. Bon, là, on arrive vers un gros problème, mais Philippe Auguste a eu le temps d'un petit peu réfléchir et de comprendre que, d'accord, la renvoyer comme ça, sans autre forme de procès, n'est pas possible. Il faut justement un procès. Il faut justement que des autorités ecclésiastiques disent que le mariage est nul. Et comme ça, on se libérera du problème, le problème étant cette pauvre Ingeburg qui n'a rien demandé à personne. Donc, heureusement, le roi a sa puissance pour lui. Il trouve toujours des grands barons pour le soutenir, des évêques pour être de son avis. Et on sort d'une boîte un peu étrange, des généalogies. Et il apparaît que Ingeburg serait trop proche, aurait une parenté trop proche avec la précédente épouse de Philippe Auguste. Ce qui signifierait qu'il n'aurait pas eu le droit de se marier. Alors tout ça, ça peut paraître très beau, ça peut être une bonne porte de sortie du point de vue politique plutôt que du point de vue moral, sauf que c'est absolument faux. C'est-à-dire que la raison généalogique est basée sur un faux. Bon, mais pour l'instant, on s'en contente, et le mariage, en automne 1193, donc quelques mois seulement après le mariage, est réputé nul. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Eh bien non, parce que très vite, Ingeburg n'est évidemment pas d'accord. Et surtout, Ingeburg, elle vient du Danemark. Elle est la sœur du roi Knut VI. Je vous sors que des très beaux prénoms aujourd'hui. Knut ou Knut, comme vous voulez. Et donc, Knut VI, évidemment, n'est pas content. Il en appelle au pape.
Ingeburg vraiment est très en colère et elle en appelle aussi au pape depuis son couvent. Donc l'affaire n'est absolument pas réglée. Et Célestin III, le pape de l'époque, va un petit peu étudier le dossier. Il met en avant que la raison généalogique qui a été mise en avant n'est absolument pas valable. Et donc il estime que Philippe Auguste doit reprendre sa femme auprès d'elle. Auprès de lui, pardon. Oui. Déjà que c'était compliqué, si j'en rajoute. Et Philippe Auguste, il va aller très loin dans la défiance vis-à-vis du pape, puisque en 1196, donc quand même pas très longtemps après, il décide tout simplement de se remarier avec une princesse germanique qui s'appelle Agnès de Méranie, et en plus il va avoir la bonne idée d'avoir des enfants avec elle. Donc en quelques années, la situation devient très très complexe, et le roi peut, à bon droit, être accusé de bigamie. Nous avons un roi bigame en France. Le pape est un petit peu dépassé. Tout ça va un petit peu loin. Et bon, il y a un moment, il s'attiédit un petit peu dans sa résistance. On se dit qu'on va peut-être arriver à une forme de compromis. Sauf que le pape meurt, et là, il y a un nouveau pape qui arrive. Et ce pape-là, vous le connaissez peut-être de nom, de réputation, c'est Innocent III. Et Innocent III, c'est pas un pape qui rigole, du tout. Et il estime que, évidemment, Philippe Auguste doit reprendre Ingeburg et que Agnès de Méranie doit être renvoyée. Le bras de fer commence, le bras de fer se durcit, et puisque Philippe Auguste refuse tout accord, eh bien, le pape Innocent III jette l'interdit sur le royaume de France. On est en 1200, début 1200. Et ça, c'est terrible. Jeter l'interdit aujourd'hui, ça paraît un petit peu obscur, mais ça signifie tout simplement que sur les terres du domaine royal, la plupart des cérémonies religieuses sont désormais interdites, les cloches demeurent silencieuses, et tout change pour tous les sujets du royaume. C'est-à-dire que toute la vie quotidienne est perturbée. On a peur pour le salut des âmes, on a peur pour la grâce de Dieu qui risque de se détourner complètement d'un royaume qui en a besoin de la grâce de Dieu. À cette époque, on est concurrent, vous savez, avec les Plantagenets, etc. Enfin, on ne peut pas se permettre d'avoir Dieu contre soi. Donc, ça pose un énorme problème. Philippe Auguste, au début, il réagit comme Philippe Auguste, c'est-à-dire qu'il s'en prend à tous ceux qui font appliquer l'interdit. Donc, il s'en prend à beaucoup de monde, à des personnages très très puissants. Tout ça est en train de dégénérer complètement. Et il y a un moment, on siffle un petit peu, si vous me permettez cette expression, la fin de la récréation. Il faut se mettre d'accord. Et donc, chacun va mettre un tout petit peu dans son vin. Le pape lève l'interdit et Philippe Auguste accepte qu'il y ait un nouveau procès pour juger de son mariage avec Ingeburg. Alors, le procès a lieu à Soissons. Ça prend un petit peu de temps, des théologiens très très sérieux parlent dans un latin très très sérieux. Tout ça avance. Et Philippe Auguste, il réalise que ça ne tourne pas très bien pour lui. Ses arguments, vous avez vu, il n'en a à peu près aucun. Et donc, il faut qu'il réagisse, parce que là, il va se faire condamner et on va estimer qu'il a eu tort sur toute la ligne et qu'il a fait perdre 7 ans à cette pauvre Ingeburg qui est toujours dans un couvent. Que faire? Eh bien, Philippe Auguste va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un retournement de situation absolument incroyable. Il arrive, il récupère Ingeburg et il dit désormais, elle est ma femme. Donc, il en a toujours deux. Hein. Petit souci, ça dépend de quel point de vue on se place. Agnès de Méranie a la bonne idée de mourir à ce moment-là. Donc voilà, là, ça se règle un petit peu. Donc ça, c'est déjà ça de prix, même si la pauvre Agnès de Méranie n'a rien demandé à personne non plus. Bon, on arrive, donc vous avez vu 2 coups de théâtre à la suite, et on peut se dire que cette fois, tout va s'arranger pour Ingeburg. Eh bien non, parce que Philippe Auguste, il a décidé vraiment que ce mariage avec Ingeburg était hors de question. Et donc, il va continuer de la maintenir confinée, c'est-à-dire qu'en réalité, il lui rend pas du tout son statut, et il va faire pression auprès d'elle pour qu'elle renonce d'elle-même. Et il va faire ça très, très habilement. C'est quelqu'un de très, très habile. Quand il sort de ses brusqueries, Philippe Auguste est vraiment un grand roi, un grand politique, quelqu'un de très fin, quelqu'un de très cynique aussi, de très dur. Donc là aussi, c'est pas forcément une question de morale, la grandeur. La grandeur, c'est souvent une question de cynisme. Et lui, il est spécialiste de ça.
Et donc, il va jouer des chauds-froids avec le pape pour pas aller jusqu'à une condamnation trop ferme. Avec Ingeburg, de temps en temps, il va lui envoyer des signes un petit peu positifs. Et puis, après, il va vraiment faire une pression très forte pour lui dire, tiens, puisqu'elle est ça fait des années qu'elle est dans un couvent, elle est très très pieuse, ce serait une bonne idée qu'elle devienne bonne sœur et ça réglerait les problèmes de tout le monde. Voilà. Sauf qu'elle résiste. Ça dure des années, vraiment des années très très longues, pendant lesquelles elle se morfond dans son couvent. C'est vraiment une vie pas du tout drôle, celle d'Ingeburg. Mais voilà, de nouveau, un coup de théâtre se prépare. Et ce coup de théâtre est lié à la diplomatie. Nous sommes au début des années 1210, vous voyez, le temps passe, Ingeburg était enfermée pendant tout ce temps, et en ce début d'année 1210, on a un sérieux problème avec l'Angleterre, comme souvent, comme on en avait les années précédentes d'ailleurs. Mais là, notre ami Philippe Auguste, je ne sais pas si on peut le traiter d'ami, là, en l'occurrence, mais il se dit que... Les rois n'ont pas d'amis. C'est vrai. Il faut toujours se méfier de quelqu'un qui se dit l'ami d'un roi, ou d'un président, d'ailleurs. En tout cas, Philippe Auguste se dit que ce serait bien d'arranger un peu les choses avec la papauté, d'arrêter avec ce jeu un petit peu compliqué. Et donc, tout d'un coup, il reprend Ingeburg. Nous sommes en 1213, et l'année suivante, qu'est-ce qui se passe en 1214? Bouvines, la bataille de Bouvines. Il semble que la grâce de Dieu soit revenue couronner le règne de Philippe Auguste. En réalité, il avait déjà fait beaucoup de choses dans les années précédentes, et il avait déjà fait beaucoup de conquêtes, il n'en avait pas forcément besoin, en tout cas, de cette grâce-là. Donc voilà, Ingeburg, après tous ces retournements, redevient reine de France, elle retrouve sa place. Le temps a passé, parce qu'entre le moment où elle s'est mariée et le moment où elle a été rétablie, se sont passés 20 ans. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'en aura pas. Et finalement, c'est toute sa vie qui a passé et tout son rôle de reine qui consistait à justement avoir la grâce de donner des enfants à la couronne de France, toute cette grâce-là lui a complètement échappé. Mais il semble que les années suivantes, elle trouve sa place. Le roi avait eu un fils avec sa femme précédente, donc pas de souci de succession, ce sera Louis VIII, le père de Saint-Louis. Et elle continue comme ça de vivre jusqu'à la mort de Philippe Auguste, auquel elle survit, et elle va vivre jusqu'en 1236, donc très très tard dans le temps. Le règne de Saint-Louis sera déjà bien avancé, et on pourra penser qu'au moment où elle meurt, elle gardera un secret qu'on aurait aimé connaître par curiosité. Que s'est-il passé pendant cette nuit de noces? Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas que des nuits de noces malheureuses. Moi, je vais vous en raconter une très heureuse. Certains diraient peut-être trop heureuse, d'ailleurs. Je vais être un peu rapide parce que ce qui serait bien, c'est qu'ensuite vous nous posiez des questions et qu'on puisse parler des différentes reines. Il y en a 15, vous voyez, pour l'instant on en a évoqué une, donc il en reste 14. Bon, et nous avons 1000 choses à vous dire sur celles qui sont dans ce livre, et sur celles qui n'y sont pas d'ailleurs aussi, mais bon. Il y a une nuit de noces absolument extraordinaire. Ce n'est pas la seule d'ailleurs dans l'histoire de France, mais celle-ci est particulièrement heureuse et elle a lieu à l'été 1660. Vous vous rappelez probablement, parce que c'est un sujet très connu et qui a été très abondamment documenté, le grand amour de Louis XIV avec une des nièces de son parrain, principal ministre, le cardinal Mazarin. Le Mazarin était venu avec un certain nombre de mazarinettes. D'ailleurs, celles qui n'étaient pas venues avec lui, les 3 autres, sont venues le rejoindre par la suite. Et parmi ces jeunes femmes, il y en avait une qui s'appelait Marie Mancini. Cette Marie Mancini, elle n'était pas d'une beauté folle, hein, c'était une petite brunette affectée d'un léger strabisme. On considérait à la cour qu'elle n'était pas du tout la plus jolie des sœurs, notamment Olympe, sa sœur aînée, était infiniment plus belle qu'elle. Mais allez savoir pourquoi,
Elle avait du mordant, elle avait de la culture, elle était amusante, elle avait un piquant particulier. Ces choses-là ne se décident pas. Louis XIV tombe amoureux, fou amoureux. Et il décide qu'il va épouser la petite Marie Mancini. Ça paraît complètement invraisemblable, évidemment, il n'en est pas question. Mazarin manque plusieurs crises cardiaques quand il apprend ça. Vous imaginez sa propre nièce qui épouserait le roi de France. Enfin, il sait très bien d'où il vient, Mazarin. Il sait très bien qu'il n'a absolument pas l'ascendance et que sa famille n'a absolument pas les titres qui permettraient d'envisager une telle alliance. Alors, Anne d'Autriche, qui est une bien meilleure et bien plus subtile mère que tout ce qu'on pourrait dire, va laisser faire un peu. Elle voit bien que c'est un grand amour et elle le laisse se développer un peu, ce grand amour. Et puis un jour, on dit au roi, c'est terminé. Il va maintenant falloir faire un mariage politique. Or, depuis un quart de siècle, la France se bat, et se bat violemment contre l'autre grande monarchie catholique, l'Espagne. On sort de l'Espagne du siècle d'or. À l'époque, on est sous le règne du roi Philippe IV, qui est le frère d'Anne d'Autriche. Quand Anne d'Autriche est partie pour la France épouser le roi Louis XIII, évidemment qu'elle a été considérée, d'ailleurs c'était comme ça qu'on l'appelait, comme l'Espagnole. Vous savez que ça a été un mariage complètement raté. Louis XIII n'aimait pas beaucoup les dames, il faut bien le dire. Alors là, il n'y a pas de grand mystère sur la nuit de noces, là, mais toujours est-il qu'il n'arrivait pas à donner un enfant à sa femme et elle n'arrivait pas à donner d'héritier à la couronne. Il y a eu quand même plusieurs grossesses, dont une qui allait bien et qui a été bêtement interrompue par un accident, ce qui fait que le roi, en plus, Louis XIII, a pris cette femme. Il avait enfin réussi à faire un enfant, elle le tue en jouant à cache-cache dans la galerie du Louvre. Hein, c'est bon. Donc ça s'est mal passé, cette affaire, et pendant longtemps, Anne d'Autriche est restée sans enfant. Et puis, vous savez, ce miracle invraisemblable de 1638, le 5 septembre 1638, le petit Louis Dieudonné vient au monde. C'est le futur Louis XIV. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, un petit frère va lui venir 18 mois plus tard, Philippe d'Anjou, qui sera monsieur frère du roi. Donc, Anne d'Autriche a eu des enfants, il y a maintenant un successeur sur le trône. Le roi Louis XIII meurt en 1643, Louis XIV est encore tout petit, il a 5 ans à l'époque. C'est donc sa mère qui est régente, une régente qui va beaucoup s'appuyer sur le pouvoir du cardinal Mazarin. Mazarin qui affronte dans un premier temps une révolte terrible qu'on appelle la Fronde parlementaire, puis une révolte plus terrible encore qu'on appelle la Fronde des princes. Toutes ces frondes affaiblissent le pouvoir royal. Mazarin revient en poste à 2 reprises et ce qui est un peu... Ce qu'on oublie souvent, c'est que pendant tout ce temps-là, la France est en guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre de 30 ans. Ce n'est pas seulement la France qui est en guerre, ce sont 11 puissances européennes à l'époque. Et ça dure quasiment 30 ans. Et effectivement, à la fin, on finit par s'entendre avec l'Espagne, qu'on a battue à plat de couture, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et Mazarin d'un côté, dont Luis de Haro de l'autre, qui est le principal ministre du roi Philippe IV d'Espagne, vont négocier une paix. C'est la paix des Pyrénées. Et cette paix des Pyrénées, parmi ces clauses, c'est la 4e clause de la paix, elle est très importante, c'est le mariage du jeune roi Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Quand j'étais petit à l'école, j'avais 8 ans, hein, on jouait à Louis XIV, nous. Oui. Avec ma grande amie Denise, que je vois demain, tiens d'ailleurs. On jouait à Louis XIV. Alors, moi j'étais Louis XIV, évidemment. Et Denise était mon épouse. Et alors on était allé voir l'institutrice, on lui a dit, Madame, comment s'appelle la femme de Louis XIV? Ah, elle nous avait dit, la reine de France, elle était espagnole. Elle s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche. C'était pas très facile ça pour des enfants. Bon. Autriche parce que c'est la maison d'Autriche, ce sont les Habsbourg bien sûr, infante d'Espagne incontestablement, et donc Louis XIV va l'épouser. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes les longues négociations qui ont conduit à ces épousailles, et notamment à la ruse de Mazarin, qui, voyant que la cour d'Espagne traînait beaucoup des pieds et le faisait beaucoup trop attendre, surtout qu'il y avait toujours sur le feu la petite Marie Mancini, hein, donc il fallait trouver vite une solution, Mazarin a organisé un voyage à Lyon pour aller rencontrer une princesse de Savoie, et on a fait croire à toute l'Europe que Louis XIV allait épouser la Savoyarde.
c'était une façon d'inquiéter la cour d'Espagne. Ça a très bien marché d'ailleurs, puisque dès que la cour est arrivée à Lyon, on a reçu un messager de la cour d'Espagne disant que c'était bon, finalement, Louis XIV allait pouvoir épouser la petite infante. Alors, on signe le traité dit de l'île des Faisans. Vous savez que une partie de la frontière entre les royaumes de France et d'Espagne à l'époque, c'est la Bidassoa, et au milieu de cette Bidassoa, il y a une île, et sur cette île, des baraquements, très élégants les baraquements, hein, avec de très belles tentures et de somptueux tapis, et dans ces baraquements, on a donc signé, dont Louis de Haro et Mazarin ont signé la paix. Bon. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire rencontrer les tourtereaux. Très dur ça pour Louis XIV. Il a fallu dire au revoir. Il a fallu dire adieu à Marie Mancini qu'on a installée à Brouage, la pauvre, loin de tout et de tous. Le roi d'ailleurs est allé la retrouver à Saint-Jean-d'Angély alors qu'il faisait route vers la Bidassoa pour ce mariage. Vous voyez un peu les circonstances. Ce jeune homme, et je dis jeune homme parce qu'en 1660, Louis XIV, il a 22 ans, vous imaginez. Et il est fou d'amour pour sa petite brune. Et elle est folle d'amour pour lui. C'est l'histoire de Tite et Bérénice. D'ailleurs, ça va donner naissance à 2 grandes tragédies de Corneille et de Racine sur ce sujet précisément. Bref, Louis XIV arrive sur la Bidassoa et alors là, les 2 cours vont se rencontrer. Vous imaginez l'émotion d'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche n'a pas revu son frère Philippe. Elle ne l'a pas revu depuis 45 ans, puisque c'était en 1615. Et donc, elle a attendu ce moment extraordinaire et quand enfin les 2 cours se rapprochent l'une de l'autre, il faut imaginer notre régente Anne d'Autriche, alors à l'époque elle n'est plus régente puisque le roi est majeur depuis quelques années déjà, mais enfin la reine-mère si vous voulez, il faut imaginer la reine-mère Anne d'Autriche, le visage baigné de larmes, elle s'approche, elle veut embrasser son frère et à ce moment-là, Philippe IV la repousse sans aucun ménagement et l'étiquette espagnole. On ne s'embrasse pas dans la cour d'Espagne. Enfin, elle a tout oublié, cette régente Anne. C'est invraisemblable. Le roi Philippe est complètement décontenancé. Il salue sa sœur, mais de loin, comme ça doit être fait selon le protocole hyper rigide de la cour d'Espagne. Vous voyez un peu l'ambiance. Bon. Alors, on finit par apporter des sièges. Tout le monde s'assied. Quand je dis tout le monde, donc la reine Anne, son fils, le duc d'Anjou, le cardinal Mazarin, de l'autre côté il y a le roi d'Espagne, l'infante Marie-Thérèse qui est là, elle a été suffisamment peinte par Velázquez pour que vous vous en fassiez une idée. Elle a un front assez haut et dégagé, de très jolis yeux, même si on dit qu'ils étaient un peu inexpressifs, de magnifiques cheveux bouclés dorés. Elle n'était pas mal du tout, Marie-Thérèse, mais évidemment, elle n'était pas Marie Mancini. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle avait la lippe Habsbourg, ça c'est pas très agréable, bien sûr. Et elle était peut-être un tout petit peu en chair pour les goûts de Louis XIV, pas pour les critères de l'époque. Bref, le roi n'est pas là, lui. Le roi, Louis XIV, n'a pas encore eu le droit de s'approcher de sa fiancée. Et tout le monde regarde, Mazarin va briser la glace, parce qu'il se trouve qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc Mazarin dit, peut-être pourrions-nous faire entrer un inconnu qui aimerait être présenté. Et là, le roi Philippe dit, mais il n'en est pas question. Mais quand les fiancés pourront-ils se retrouver ? Le mariage par procuration a déjà eu lieu à l'heure où je vous parle. Il a eu lieu 3 jours plus tôt à Fontarabie. Eh bien, répond le roi d'Espagne, quand tout cela sera clos. Ah bon ? Alors, Louis XIV, un peu impatient, il est, dit-on, littéralement couvert de plumes rouges écarlates. Il devait être magnifique. Et en plus, Louis XIV était très très beau. Hein. Il était un jeune homme. On disait que c'était le plus bel homme du royaume, mais c'est vrai qu'il est spectaculaire. Et donc, il essaie de regarder par la porte. Et à ce moment-là, la reine Anne d'Autriche dit comment vous semble cet inconnu ? Et à ce moment-là, le roi d'Espagne intervient, dit mais enfin, l'infante n'a pas à se prononcer sur des inconnus. Ah bon ? Et c'est monsieur frère du roi qui a beaucoup d'humour, lui, qui va un peu détendre tout ça en disant bon, alors si on ne peut voir que la porte, que vous semble-t-il de cette porte ? Et à ce moment-là, l'infante répond je la trouve très belle et très bonne.
Et ce qui est étonnant et amusant, c'est que ça y est, le petit cœur de Marie-Thérèse est déjà en train de bondir dans sa poitrine. Elle est déjà, avant même de l'avoir physiquement rencontrée, folle amoureuse de son mari. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors, il va y avoir le surlendemain, le 9 juin 1660, dans le port de Saint-Jean-de-Luz, il va y avoir la messe de mariage qui dure 4h30, vous imaginez. Et puis, comme le disait Pierre-Louis tout à l'heure, après, il y a la nuit de noces, évidemment. Mais alors là, la nuit de noces, elle se passe merveilleusement. Un feu d'artifice, mesdames et messieurs. Au point que le lendemain, quand la jeune reine, et ça, nous avons tous les témoignages de la cour de l'époque, hein, il y a énormément de gens, bien sûr la grande mademoiselle, bien sûr, enfin, ils sont nombreux à témoigner, tous nous disent qu'ils voient la jeune reine, puisqu'elle est reine maintenant, transfigurée par le bonheur, heureuse, c'est merveilleux. Est-ce que le roi est transfiguré par le bonheur? Il faut croire que non, puisqu'il va retourner voir encore Marie Mancini pendant le voyage retour. En tout cas, Marie-Thérèse va devoir, et là il y a 3 arrachements qui sont extraordinaires. Le premier, elle va devoir abandonner toute sa suite. Elle a passé une sorte de pacte avec Louis XIV. Elle abandonne toute sa suite espagnole et en échange, lui promet de ne jamais l'abandonner. Il y avait eu quelques précédents dans l'histoire, vous l'avez compris. La deuxième chose, c'est que quand elle arrive à Paris, et ce sont des festivités extraordinaires pour lesquelles notamment ont été bâties, vous savez, la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin à Paris. Quand le couple royal arrive, ce sont des fêtes inouïes, mais ça y est, déjà Marie-Thérèse est au courant, elle sait que le roi a un faible pour sa propre belle-sœur, Henriette d'Angleterre. Et ce que, à l'usage, elle va très vite découvrir, c'est que ce pseudo-scandale incestueux entre Louis XIV et sa belle-sœur cache un vrai scandale, celui-là, c'est-à-dire que le roi entretiendra très vite, au bout de 3 mois, entretiendra très vite une liaison avec l'une des dames d'honneur d'Henriette d'Angleterre, Louise de Lavallière. Et alors même qu'elle va donner naissance à son premier fils, elle donnera naissance à 6 enfants, mais il y en a un seul qui survivra, le premier, celui qui deviendra le grand dauphin, donc en 1661. Marie est désespérée, elle donne naissance à un dauphin, vous imaginez, au fils de Louis XIV, elle devrait être la femme la plus heureuse du monde. Et en fait, elle sait qu'au moment même où elle est déjà dans le travail d'accouchement, le roi est chez Lavallière. C'est terrible cette affaire. Et puis, il y aura par la suite, Louis XIV aura de très 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 nombreuses maîtresses. Il a toujours essayé de respecter plus ou moins les formes envers la reine. Notamment, il ne découche pas. Louis XIV dort tous les soirs avec son épouse. Mais je ne vous dis pas ce qu'il fait l'après-midi, n'est-ce pas? Et pour cette reine qui est devenue un peu le symbole de l'adultère royal, évidemment, il va falloir supporter toutes ces dames, et à commencer par Françoise Ethanaïs de Rochechouart-Mortemart. Et là, j'en profite, ça tombe merveilleusement, pour vous montrer la couverture d'Historia de ce mois-ci. Madame de Montespan, bien sûr, qui va devenir le pire cauchemar de la jeune reine, qui dira un jour, et là, 2 chroniqueurs nous l'affirment, « Cette époute me fera mourir », disait-elle. Parce qu'elle continue à parler avec son accent espagnol. Alors on l'a toujours considérée comme un peu secondaire, Marie-Thérèse. Et je ne vais pas aller plus loin parce que maintenant je vais vous donner la parole si vous êtes d'accord. Et nous allons essayer de répondre à des questions sur toutes ces reines qui parsèment l'ouvrage. Mais elle n'a pas été la cruche qu'on a dite. C'était une femme intéressante. Il suffit de lire ce qu'en dit par exemple Madame de Sévigné dans ses lettres. Madame de Sévigné était tout sauf une oie blanche. Et elle nous dit que parler avec la reine était toujours très intéressant et très instructif, dit-elle. La reine, on le sait, présidait le conseil. Elle l'a fait un grand nombre de fois dans le règne. Alors, par délégation, toujours, bien sûr, mais elle l'a fait. Il y a eu la guerre de dévolution. Ça, c'était lié d'ailleurs à sa dot impayée, mais c'est un autre sujet. Il y a eu la guerre de dévolution et ensuite il y a eu la guerre de Hollande, pendant lesquelles le roi a 5 fois déclaré la régence et 5 fois, Marie-Thérèse a assuré la régence. Et on dit que quand elle recevait les ambassadeurs étaient plus heureux d'être reçus par la reine que par Louis XIV en personne. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la personne secondaire qu'on voudrait croire, simplement, évidemment,
il faudra attendre les toutes dernières années, il faudra attendre 1680, l'affaire des poisons, la disgrâce de Madame de Montespan, la montée en puissance d'une femme dont j'oublie le nom. Madame de Maintenon. Ah, Madame de Maintenon, voilà. Parce qu'il rêve de Madame de Maintenon la nuit, il faut le savoir. C'est son idole. Sans commentaire. Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, devenue marquise de Maintenon par la grâce et la volonté expresse de Louis XIV, qui avait élevé les enfants naturels de Madame de Montespan et qui donc, vous savez, va entrer, s'immiscer peu à peu dans les grâces du roi jusqu'à devenir un grand amour et jusqu'à épouser Louis XIV. Alors, elle ne l'épousera morganatiquement que après la mort de la reine, bien sûr. Mais ça veut dire que pendant les 3 dernières années, eh bien, la reine a connu une sorte d'amélioration de sa situation conjugale. Cette Madame de Maintenon a été envoyée par Dieu pour me ramener mon mari, disait-elle. Et c'est vrai que Louis XIV se montre beaucoup plus respectueux, beaucoup plus gentil, etc. Et quand elle sera sur son lit de mort, la pauvre, elle meurt le 30 juillet 1683. Quand elle est sur son lit de mort, elle a eu simplement un abcès. Quand elle est rentrée d'une tournée qu'elle avait faite, elle avait un abcès à l'aisselle gauche. Les médecins, bêtement, n'ont pas crevé l'abcès. Ils ont préféré jouer de la lancette, c'est-à-dire la saigner. Et au lieu de crever l'abcès, ils l'ont épuisé par les saignées et ils l'ont envoyé à Patresse, comme très souvent. C'était leur grande spécialité, quand même. Et quand elle mourra, le roi Louis XIV, tout le monde pleure. Ça aussi, c'est un beau signal. Quand vous lisez les relations de la mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, vous vous rendez compte que tout le monde pleure abondamment. Donc c'était une femme bonne, une femme qu'on avait plaisir à connaître et à fréquenter. Et donc quand elle meurt, Louis XIV aura en forme d'épitaphe cette phrase qui lui ressemble bien et qui est à double tranchant. Voilà bien le premier chagrin que me donne la reine. Après quoi, il est passé à autre chose. Il a donc épousé Madame de Maintenon et est resté fidèle à la Maintenon parce que je pense que Madame de Maintenon n'aurait pas toléré 1/10 des écarts que Marie-Thérèse d'Autriche acceptait. Pourquoi l'acceptait-elle? Parce qu'elle était infante d'Espagne et qu'il y avait le devoir. Parce qu'elle était la mère du dauphin. Parce qu'elle avait été élevée pour obéir, mais aussi peut-être d'abord et avant tout, vous l'aurez compris, et ça nous ramène à la nuit de noces, parce qu'elle était amoureuse, tout simplement.